Une semaine de deuil, un drapeau en berne, une nation qui se recueille en silence et un chef d'État qui, malgré le chagrin, tient le cap. Ce numéro d'Écho du Palais Toumaï s'ouvre sous le signe de la gravité, mais aussi du travail et de la détermination. Et dans ce numéro, nous parlerons aussi de l'eau, celle qui manque, celle qui tue quand elle est trop rare, et puis coup de projecteur sur la sécurité de proximité à N'Djamena, avec une police nationale qui, quartier après quartier, gagne le cœur des citoyens. Et nous bouclerons avec un second numéro sur la vétusté des véhicules de transport en N'Djamena. Bienvenue à tous. Cette semaine, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, a porté 2 casques, celle d'un chef suprême des armées qui agit suite à la perte de ses soldats dans la province du Lac et celle d'un chef d'État en garant de la politique étrangère qui renforce les alliances. Angal Toklok nous résume l'essentiel dans l'actu en bref. C'est une semaine de deuil qui s'achève pour le chef suprême des armées, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou. Elle est surtout marquée par des attaques lâches et barbares de la secte Boko Haram, avec la prise de toutes les mesures de riposte qui s'imposent, ainsi que les échanges diplomatiques au palais Toumaï. La province du Lac a été le théâtre d'attaques terroristes les 4 et 6 mai derniers. Face à cette situation, le chef de l'État a immédiatement enchaîné une série d'initiatives fortes. Il s'est d'abord rendu aux cheveux des soldats blessés pour leur exprimer son soutien ainsi que celui de la nation. Il a ensuite présidé une réunion de sécurité de haut niveau avant de décréter 3 jours de deuil national en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Le Conseil ordinaire des ministres a également été consacré à la situation dans la province du Lac, avec à la clé la déclaration de l'état d'urgence pour une durée de 20 jours, allant du 7 mai 2026 à minuit au 27 mai 2026 à minuit. Avant l'ouverture des travaux, 1 minute de silence a été observée en hommage aux militaires tombés. Le président de la République a, à cette occasion, réaffirmé la détermination du Tchad à lutter sans relâche contre le terrorisme et à préserver l'intégrité du territoire national. Sur le front diplomatique, le palais Toumaï a accueilli une délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la francophonie et de la diaspora, Crispin Mbadou Fonzo. Porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'émissaire congolais est venu solliciter le soutien du Tchad à la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Au-delà de cette démarche, cette entrevue traduit le raffermissement des relations entre N'Djamena et Kinshasa, mais aussi la place stratégique du Tchad dans les consultations diplomatiques africaines et au sein des grandes organisations internationales. Après le sang versé pour la patrie, parlons d'une autre urgence, celle de l'eau. Le drame d'Igot dans la province du Wadifira a rappelé une vérité crue. Au Tchad, l'accès à l'eau est parfois question de vie ou de mort. Et quand cette ressource manque, au même titre que le dialogue, les communautés s'affrontent. Pour nous parler de cette tragédie et des solutions, nous recevons le ministre de l'eau et de l'énergie, Passale Kanabé Marcelin. Il est l'invité de la rubrique Regard d'expert. Je voulais très sincèrement présenter mes condoléances à nos compatriotes, aux parents de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans ces drames de Igot, qui a vu le déplacement personnel du président sur le terrain pour compatir, comprendre la situation et mettre de l'ordre pour éviter que ces genres de drames ne se reproduisent. C'est dommage, hein, pour question d'accès à l'eau potable, question d'accès à l'espace culturel, question, bref, des terres et autres que les Tchadiens se tuent.
Vous savez, on avait eu des soucis déjà à Tinée, il y avait des difficultés liées à l'accès à l'eau potable. Et très rapidement, nous sommes descendus sur le terrain pour trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a des forages, des châteaux en construction à Tinée, il y en a même qui sont déjà opérationnels. Et pour cette question des IGOT, une équipe du ministère va descendre sur le terrain pour appréhender cette situation-là et trouver des solutions. Au-delà de ça, il faut se dire qu'un travail est en train d'être fait. Donner de l'eau aux Tchadiens, c'est les instructions fermes de notre hiérarchie. Ça ne peut pas être un bâton magique, mais un travail en train d'être fait. Au-delà de cette question, il faut se dire que la zone est du pays, que ce soit le Wadi Fira, l'Enedi Est, le Guéra, c'est des zones à socle. Pour avoir de l'eau à sous-sol, c'est évidemment très difficile. Mais depuis 2 ans, sur instruction et suivi régulier du maréchal, nous sommes en train de faire des efforts. Techniquement, nous sommes en train de faire en sorte que non seulement qu'on fasse des puits, mais des puits durables, des forêts durables, avec des ouvrages connexes tels que des seuils d'épandage pour maintenir l'eau, parce que c'est des zones à socle. Souvent, les nappes que nous avons, c'est des nappes alluvionnaires ou des crevasses, où on arrive juste à prendre de l'eau, mais il faut garantir cette eau-là dans le temps. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Le marbre, les seuils d'épandage, des barrages que nous sommes en train de construire. Nous avons 3 projets dans le Wadi Fira, d'Artama. Projet Pierrot. Il doit construire des dizaines d'ouvrages d'eau potable. Nous avons le projet SAN, Union européenne, et le projet de la Banque mondiale en discussion. Et donc, je pense que d'ici peu, tous ces villages qui ont des difficultés vont être pris en compte parce que nous avons déjà localisé les zones où il n'y a pas de difficultés d'accès à l'eau et donc les dispositions nécessaires vont être prises pour que ces problèmes soient réglés. Il y a beaucoup d'ouvrages en vue. Nous avons plusieurs centaines d'ouvrages en construction, 2026-2027, pour ne pas dire 2010, qui tiennent compte vraiment des réalités des terrains et des zones. Et nous avons beaucoup de projets que nous avons envisagés. Nous nous sommes dit que pourquoi ne pas transporter des eaux de surface? Si nous transportons le pétrole sur des milliers de kilomètres, pourquoi sur des centaines de kilomètres on ne peut pas transporter des eaux pour régler un certain nombre de problèmes dans des zones d'accès difficiles? L'eau et la sécurité, 2 faces d'une même urgence, et dans les domaines sécuritaires, la vision du président de la République se met progressivement en place dans la rubrique 8 des 12 chantiers. Gros plan sur le chantier numéro 1 du programme politique, surtout en son action numéro 6 qui prévoit la construction des commissariats et le rapprochement des populations dans les quartiers comme Djougoulié, dans le 1er arrondissement, à l'échelle des villes et même de provinces, les choses bougent. Construire des commissariats, rénover ceux qui tombent en ruine et surtout les rapprocher des populations, voilà ce que promet l'action numéro 6 du chantier 1 du programme politique du président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Une promesse parmi tant d'autres, dira-t-on, sauf qu'en cette matinée du jeudi 16 avril 2026, au quartier Djougoulié, dans le 1er arrondissement de N'Djamena, cette promesse trouve un écho supplémentaire. Une nouvelle section d'appui à la sécurité que les habitants appellent simplement poste de police ou commissariat a officiellement ouvert ses portes. Ici, on attendait ce bouclier protecteur depuis des années. Responsables de la police, le maire du 1er arrondissement, les chefs des quartiers et carrés se sont rassemblés avec comme moment fort la levée des couleurs nationales. L'émotion est palpable car cette section, qui sera prochainement érigée en commissariat de sécurité publique CSP 18, est le fruit d'une longue attente. Les habitants de Djougoulié l'avaient espéré ardemment. Aujourd'hui, ils l'ont. Rien que cette présence rassure, selon Datolumbe Tangar, chef de carré numéro 3. C'est quelque chose qu'on a préconisé depuis longtemps. On a toujours écrit. Nous sommes vraiment nombreux, mais
À chaque fois, il y a des casses, il y a des problèmes de bagarre. Mais quand on appelle là, c'est comme tellement que c'est loin là, les gens ne viennent pas à temps. Maintenant que c'est déjà... nous voulons que ça soit installé même rapidement pour que les gens aient peur un peu de bagarre, de quoi que ce soit. Soulagement et espoir, mais pour le directeur de la sécurité publique, la création des sections de police ne suffit pas. Encore faut-il les faire rôder. Dans les différents arrondissements et villes bénéficiaires, plusieurs dispositifs sont déjà opérationnels, notamment des patrouilles collectives de jour et de nuit avec des véhicules pour couvrir des zones plus grandes, des patrouilles de proximité à moto et une présence visible aux heures de pointe. C'est là, explique le directeur, que la notion de police de proximité prend tout son sens. Mieux, c'est une nouvelle philosophie qui se dessine, celle d'une police qui ne se contente pas de réprimer, mais qui prévient, protège et surtout rassure. Je peux dire que cette volonté se matérialise. Rien que 2025-26, il y a eu construction de plusieurs commissariats. D'abord la création de plusieurs commissariats dans de grandes agglomérations comme Djamena, qui a bénéficié 8 nouveaux commissariats. Et ville de Béché qui a bénéficié 6 nouveaux commissariats, ville de Bangor qui a bénéficié de 2 nouveaux commissariats. Je reviens sur Djamena, parmi ces 8 nouveaux commissariats, 5 sont déjà réalisés, c'est déjà construit. Nous sommes en phase finale. J'espère que d'ici peu, autre 1 mois, nous allons bénéficier de ces nouveaux commissariats et les policiers vont travailler dans un cadre idéal, confortable de travail. Mais concrètement, comment choisit-on les endroits pour implanter ces nouveaux commissariats et postes de police? Le directeur de la sécurité publique détaille la méthode. D'abord, il y a critères démographiques, nombre de population. Le standard voudrait que quand il y a 10 000 âmes, bénéficient d'un commissariat. Mais il y a aussi critères criminogènes. Il y a dans certaines agglomérations, même si la population n'atteint pas 10 000 âmes, si on constate qu'il y a la délinquance, le taux élevé de délinquance, pour contrecarrer ces phénomènes, on est appelé à ouvrir un commissariat ou un poste de police qui va suivre aussi l'ouverture d'un commissariat. Avec le renforcement des commissariats et leur démembrement, tout change. Le temps d'intervention est considérablement réduit, mais c'est surtout la simple présence de l'uniforme qui dissuade. Non pas une police qui arrive après la catastrophe, mais une police qui empêche la catastrophe d'avoir lieu. La prévention devient dès lors possible. Les citoyens, eux, semblent prêts à jouer leur partition. Ils ont le sentiment d'être écoutés et comme le chef de carré 3 de Djougoulié, ils demandent au président de la République de ne pas s'arrêter en chemin. Nous les remercions vivement, de tout cœur. Nous voulons qu'il installe des gens de bonne foi, des gens qui ne maltraitent pas les gens. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit qu'ils dirigent ou qu'ils fassent leur jugement là, selon la loi. Le vivre ensemble, là, c'est ça. Nous voulons vivre ensemble. La réception des nouveaux commissariats, accompagnée de la rénovation des bâtiments anciens, figure parmi les actions fortes de l'année. Suivant la promesse contenue dans l'action 6 du chantier 1, les efforts se poursuivent et se renforcent. En total, dans la ville de Djamena, il y a 2 commissariats qui sont rénovés pour cette année. Il y a d'autres qui sont en cours, mais aussi en province, dans la ville de Abéché et dans la ville de Mango, il y a eu des rénovations de commissariats, tout comme à Mangalme. Même localités un peu éloignées ne sont pas négligées. Certes, il reste du chemin, d'autres quartiers et arrondissements attendent, d'autres villes et provinces entières espèrent, mais des étapes importantes sont déjà franchies sous la conduite du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. L'État a montré qu'il tenait parole et la police a retrouvé peut-être le chemin des cœurs. La parole citoyenne toujours, les habitants d'Ndiamena ont la parole. Dans la rubrique Élan, il dit ce qu'ils pensent de la sécurité de proximité et ce qu'ils attendent. Quand on fait le tour, on constate qu'effectivement ces postes sont là, sont implantés dans des endroits stratégiques. Mais en nombre, on trouve que c'est toujours insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il y a encore des quartiers, surtout des quartiers périphériques, là, demandent à ce qu'il y ait un renforcement pour un peu améliorer
Dans notre quartier, nous avons appris qu'il y aura, n'est-ce pas, des postes, des petits postes pour la sécurité. Mais hélas, jusqu'à nos jours, ils n'ont pas encore déployé les polices sur place. Donc on aimerait qu'ils font ça parce que c'est très important. Notre quartier, c'est un peu isolé. Alors si on arrive à trouver ça, vraiment, nous les populations aussi, on va contribuer à cette sécurité-là. Les sous-postes sont bons. Des fois, ils assurent la sécurité. Ils essayent de mettre un peu la population à l'abri. Mais d'une part, il y a certains qui en profitent de cela pour escroquer la population. C'est ça la mauvaise chose. Donc tout ce que nous demandons que le gouvernement essaie de renforcer ces gens-là, renforcer les policiers pour pouvoir assurer bien leur rôle de sécurité dans la ville. Il est de notre devoir de contribuer à cette sécurité pour aider au moins les agents à neutraliser les malfaiteurs, les assassins, tous ceux qui essaient de commettre du mal à la population. Donc nous allons essayer de les dénoncer. Si seulement on parvient à les voir où on connaît leur localité, on peut essayer d'appeler, intervenir, l'intervention pour venir les prendre, au moins essayer de mettre la population à l'aise. Il faut encourager tout ce qui est positif, hein, surtout concernant la sécurité. On n'a pas de mots négatifs à avancer. Si on peut encore vraiment améliorer ça, c'est toujours bienvenu, quoi. Dernier volet de notre dossier sur le transport interurbain en N'Djamena. Notre Nodjiti est allé frapper aux portes des institutions, celles qui réglementent, qui contrôlent, qui sanctionnent. Il nous explique ce qui change, ce qui bloque et ce qui avance dans la rubrique L'œil de l'équipe. Pour éclairer davantage les lanternes des usagers des transports interurbains de N'Djamena, nous avons décidé dans ce second volet de notre reportage de poser nos caméras dans les institutions étatiques en charge de réglementer le transport interurbain. Pour mémoire, le comité multisectoriel de pilotage des transports urbains a accordé 60 jours aux conducteurs de taxis, minibus et mototaxis à se conformer strictement à la nouvelle réglementation. Le directeur de l'urbanisme, de l'aménagement et du transport urbain à la mairie de N'Djamena, par ailleurs, président du comité multisectoriel de pilotage du transport urbain, Dadngar Roasna Rodrigue, explique les tenants et les aboutissants de cette nouvelle mesure appelée agrément de transport. Le constat, c'est que dans la ville de N'Djamena, le transport urbain il est très mal organisé. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer une moto-taxi des motos ordinaires. Il est également très difficile de savoir qui fait le taxi et pareil pour les minibus. Et donc, cet arrêté vient un peu pour essayer d'organiser un peu le transport urbain. Cette décision elle est prise pour mieux organiser le transport urbain, mais également pour protéger ceux qui utilisent les passagers, mais également les conducteurs qui utilisent les différents modes de transport urbain. Les différents syndicats et fédérations de transport urbain et interurbain du Tchad plaident pour l'instauration d'un moratoire. Ils affirment que le délai de 60 jours accordé par le comité multisectoriel de pilotage du transport urbain est court. Le président du comité répond. Nous avions épuisé un mois, au jour pour jour aujourd'hui, après le communiqué du maire. Il reste encore un mois. Donc, un moratoire, ce serait pas possible. Mais le prolongement de délai peut être envisagé par le comité. Si nous constatons, après évaluation de ces 60 jours, que les objectifs que nous nous sommes fixés ne sont pas atteints, nous pourrions envisager un prolongement de délai. Mais il n'est pas question d'un moratoire. Un moratoire voudrait dire qu'il faut suspendre la décision. Et ça, ce n'est pas possible. Au cas où les conducteurs et ou propriétaires de taxis, minibus et mototaxis n'arrivent pas à remplir les conditions exigées, que sont un numéro d'identification unique, l'instauration d'une charte graphique avec les numéros d'identifiant apparents sur la carrosserie, etc., que prévoit l'État. La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatma Boukini Odey, est claire. Le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a pensé et a envisagé de mettre en place une société de transport.
Cette société de transport répondra parfaitement aux objectifs et aux défis du BRT, mais ça sera donc une solution intersectorielle et très rapide. Parce que ça ne prendra pas énormément de temps pour mettre la société, l'acquisition également des bus urbains et interurbains. C'est un projet qui est très complet, qui est en cours de réflexion aujourd'hui au niveau du département. Et je vous assure qu'il y a de belles surprises qui vous attendent. Contrairement aux rumeurs, la délivrance des fiches techniques aux engins à 2 roues ou 4 roues, tout comme aux véhicules légers et lourds, obéit à des critères bien définis. La directrice générale des transports de surface, Madame Benga Boy-Roland, explique. En l'absence d'un plateau moderne de contrôle technique, la délivrance de la fiche technique se fait après vérification visuelle des organes du véhicule. Donc, nous avons au sein de la Direction générale des transports de surface un service de contrôle technique qui est composé des agents vérificateurs. Donc, ils vérifient notamment le système de freinage, les clignotants, les phares et les rétroviseurs. Ce sont là des organes qu'on peut visuellement vérifier. Et après la vérification, nous procédons à la délivrance de la fiche technique sur présentation de la carte grise du dit engin. Pour la directrice générale des transports de surface au ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, les véhicules et motos qui circulent sans organes enfreignent la loi. Par conséquent, la police doit faire son travail. Il est strictement interdit pour ce genre d'engin de circuler dans la ville. Maintenant, face à cette situation, c'est à nos forces de l'ordre de faire respecter ces réglementations. Donc déjà, au niveau du ministère, nous avons entamé le processus de modernisation, de contrôle technique, et nous avons également une brigade active qui est très bien outillée, formée pour ce travail. Donc bientôt, elle sera déployée sur le terrain pour réprimer ces genres de comportements. Donc le respect de ces réglementations doit être fait au niveau de nos forces de l'ordre. S'il y avait la répression, nous n'allons pas assister à la circulation de ces genres de véhicules. Donc je profite de votre micro pour interpeller nos forces de l'ordre lors de leur contrôle de routine. Il faudrait qu'ils regardent aussi cet aspect-là, de mettre en fourrière ou bien d'assigner l'utilisateur de ces genres de véhicules, d'amener leur véhicule au garage avant de le mettre en circulation. S'agissant de l'utilisation du même casque par les différents passagers des mototaxis, qui est source de transmission des maladies telles que l'hépatite via la sueur sécrétée, le président du comité multisectoriel de pilotage du transport urbain, Dadngar Roasna Rodrigue, oriente les usagers. Il faudrait que les gens cultivent un certain nombre de comportements et de mentalités. Aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Si vous voulez aller vous coiffer, vous venez avec votre kit et puis le coiffeur vous coiffe. C'est la même chose que si je suis utilisateur passager, j'utilise la moto tous les jours pour me déplacer, je peux me munir d'une charlotte qui couvre ma tête, je prends le casque du passager, je le mets et une fois à destination, je l'enlève. C'est ce qui se fait un peu partout dans les pays où les gens utilisent les motos-taxis. Donc cela peut se faire également ici en N'Djamena. La nouvelle mesure réglementant le transport urbain et interurbain dans la cité capitale est à saluer. Cependant, un modus operandi s'impose dans son application. Primo, pour le bonheur des usagers. Secondo, le bénéfice des taximens, clandomanes et chauffeurs de minibus. Et tertio, la sécurité des biens et des personnes dont l'État en est le garant. Des zones d'opération du lac au ruelle de Djougoulié, des poussières d'Igote aux gares routières de la capitale, ce numéro d'écho du palais Toumaï aura traversé le Tchad des urgences et d'espoir, le Tchad du labeur et d'un chef qui veille. Le deuil national s'achève, le travail, lui, continue. À la semaine prochaine, portez-vous bien.